Cerno, une anti-enquête, épisode 26. Je m'appelle René. Vous savez, je vais vous dire une chose, moi. Si je n'avais pas la foi, si je ne croyais pas en l'au-delà, eh bien, je n'hésiterais pas. Un gars qui me casse le monde, je lui enverrai une balle dans la tête. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Je fais un podcast. Ah, ok. Et toujours la même méthode. Je rentre chez les gens, je vais voir des gens dans la rue. Il était fragile, il était perdu. Depuis octobre 84, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. Madame Paul Victor est trouvée morte, la tête dans un sac en plastique sous un oreiller. Non. Je trouve que ça dérange. On a ce devoir de mémoire vis-à-vis des victimes qui sont si importantes. 3-2-1. Tout homme, à un moment donné, est capable de tuer. Même moi, j'ai eu quelques instants, des moments très durs, attention, qu'il y en a beaucoup qui ne supporteraient pas, qui tueraient d'ailleurs. Mais j'ai eu le geste de prendre, j'ai dit, si le gars est là, et puis, en quelques secondes, j'ai tout jeté, j'ai dit, allez. Est-ce que vous n'avez pas conservé une colère par rapport aux assassins de votre père? Pas du tout. Non. Pas du tout, parce que... Il vient pas de là, cette envie de tuer? Non, on ne peut pas avoir une haine contre ces gens-là parce qu'ils perdent la tête. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ont perdu la tête. D'ailleurs, celui qui a fait ça avait perdu la tête. Vous savez qui c'est? Ah oui, oui, ça. Il a été emprisonné? Ah ben oui, c'est sûr. À vie. Et il est mort actuellement. Pourquoi il a été tué, votre père? Je ne pourrais pas vous le dire. Ma pauvre mère ne disait absolument rien. Elle ne nous parlait pas. À l'époque, elle travaillait. Elle travaillait pour nous nourrir et nous élever. Donc on ne se parlait pas tellement. Mais je savais que c'était un saint homme. Il était agriculteur. Et donc, eh bien, je vous dirais que peut-être j'en ai un peu pris l'exemple. Car ici, vous voyez, si on demande quelqu'un, je m'appelle René. Ici, si vous demandez René, on connaît René ici. Eh bien, s'il faut un coup de main, René est toujours présent. Chercher une petite bouteille. Oui, je te ramène. Non, moi ça va, là, j'ai tout ce qu'il faut. Merci, Larry. Quand ils seront, on sera 4, eh ben, on commencera. Là, vous jouez à la pétanque avec vos amis? Oui, j'attends mes 2-3 pour faire une petite triplette ou une doublette. Et puis voilà, on y va. Qui a tué Madame Paul Victor? À 77 ans, la vieille dame n'avait aucun moyen de se défendre. Si je suis venu ici, c'est parce que je recherchais un endroit. Et je pense que c'était là où il y a cet immeuble-là. Vous avez connu ce qu'il y avait avant? Oui, j'ai joué à la pétanque là, moi, dans ce terrain, quand il n'y avait pas le bâtiment. Il y avait une petite maison, non? Ah non, moi j'ai connu un terrain vague. D'accord, parce qu'avant, je pense qu'il y avait une petite maison. Parce qu'il y a eu un meurtre qui a été commis ici, justement. Ah, ben ça, vous voyez, je sais. C'est une dame qui a été tuée, qui s'appelait Paul Victor. Ah non, et elle a été tuée par Thierry Paulin. Vous vous souvenez de Thierry Paulin? Ah, Thierry Paulin, oui, ça me dit quelque chose. Ah, et donc, ça se serait passé ici. Je pense que c'est ici. Donc, Paul Victor, vous n'avez pas connu. J'essaie de trouver des gens qui l'auraient connu pour me parler d'elle. Ah non, pas du tout. Là. Non. Et là, parmi vos amis, il n'y a personne? Oh, moins que... Larby, monsieur Larby. Bonjour, monsieur. Je vais vous poser, si vous connaissez un peu le quartier, peut-être y chercher. Oui, je connais, je me rappelle. Il y a la banque et puis il y a... Une petite maison? Ah. Est-ce qu'il y avait une maison? Il y avait des immeubles ici. Là, ils l'ont rasé. Tout. Ah, ils ont tout rasé. C'est refait à tout neuf, vous voyez bien. Est-ce que vous avez connu Paul Victor? Non. Une dame qui a été tuée ici? Non. Non? Vous n'avez pas entendu parler du meurtre? Non. Bon, c'était là, mais ça a été détruit. Qui a tué Madame Paul Victor? Comment vous vous appelez, monsieur? Je m'appelle Larby. Vous êtes très élégant, je trouve. Ah, merci. Ouais. Vous avez un chapeau, une belle veste. Ah oui, mais Il est beau. Ah oui, toujours droit et un homme honnête. Ah, ça, c'est les hommes droits. C'est un copain. Vous êtes copains tous les deux? Ah oui, ça c'est... Depuis longtemps? Oh, vous savez combien on se connaît? Ça fait maintenant 20 ans, Oh, oui, à peu près. Vous jouez à la pétanque tous les jours?
Ah, tous les jours, tous les après-midi. C'est super, non? Ah, c'est super. Le matin, bricolage. Et l'après-midi, eh bien, partie de boule. C'est une bonne vie? Oui, 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 oui. Vous préfériez le temps où vous étiez... Eh bien, le temps est militaire. passé. C'est inutile de revenir en arrière. C'est vrai que j'ai adoré ma jeunesse. Ah oui, j'ai adoré ma jeunesse parce que quand je vois actuellement comment on vit, eh bien, je ne les envie pas. Comment on vit actuellement? Ben, vous savez, on vit sans vivre. On vit au jour le jour. Mais il n'y a pas d'avenir. On se lève, on mange, on va, on vient, mais il n'y a pas de suite. Vous parlez des jeunes? Des jeunes, oui, je parle. Il n'y a pas de suite. Vous êtes sûr? Ah ben, je suis sûr, sauf que je veux dire qu'il y a quand même 10% de jeunes comme ça. Là, vous levez le pouce. Ah oui, c'est des jeunes formidables. Il n'y a que 10%. Vous savez, quand vous avez 100 personnes, que vous n'avez plus que 10 personnes à chercher, mais vous avez plus de chances de tomber sur la canaille que sur le bon. Vous n'aimez plus les jeunes? Mais c'est pas que je ne les aime pas, mais je ne peux pas vivre avec. Regardez par exemple, quand je marche dans ma rue, je marche, parfois je m'arrête, parce que je les vois arriver, vous avez vu? Ils regardent leur portable. Leur portable, ils vous rentrent dedans. Alors je m'arrête. Ah bah, on a le mal passé. Franchement, on a le mal passé. Je m'arrête. Le soir, je fais toujours un petit tour pour quand même boire. Je regarde les jeunes, ils sont au restaurant. Parfois, tiens, je parle avant-hier soir, ils étaient là, 4 au restaurant, tous les 4 à table. Tous les 4. Sur leur téléphone. Leur téléphone. Je dis que c'est triste. Moi, on m'invite à une table comme ça, mais Et ouais. c'est triste. C'est de parler. Vous voyez, aujourd'hui, on parle là. C'est bien. Vous trouvez qu'ils s'occupent pas assez de vous, les jeunes? Non, mais je ne sais pas. Le sens de la vie, ils ne l'ont pas. C'est quoi le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est d'avoir un but et puis de vivre en société. On ne vit plus en société. Prenez dans un immeuble, les gens ne se connaissent pas, même dans le propre couloir. Ils ne se connaissent pas. Et j'ai même vu une personne se faire dévaliser alors que le voisin a entendu taper sur la porte. Le voisin ne connaissait même pas son propre voisin. Il l'aurait connu. Alors ça rejoint mon sujet, c'est bizarre, on dirait que vous étiez déjà au courant, mais en fait, on vient de se rencontrer. Hein, parce que Madame Paul Victor, qui a été tuée ici, Oui. elle a été découverte par sa voisine. Une semaine après peut-être. Ouais, c'est ça. Ben oui. C'était il y a 35 ans. 35 ans, eh bien, mais c'était déjà le début, ça a commencé en 68, ce phénomène. Oui, où les gens ont commencé à se disperser, ne plus se connaître, ne plus se côtoyer, ne plus se parler. Pourquoi en 68? Mais c'était le fameux 68, là. Mai 68? Mai 68, je vous parle. C'est le début, ça. Mais alors, plus ça va, plus ça... Mais quel rapport avec mai 68? Mais c'est le début de la décadence. C'est le début de la décadence. Tout ça, c'est à cause de mai 68. Non, mais c'est le début, ça. Oui, c'est le début. Vous étiez Mai contre 68. Vous étiez contre mai 68? Ah, moi, j'étais contre. Pourquoi? Ben, je sais pas, enfin, déjà. Donc, à l'époque, j'étais militaire, oui. J'étais militaire. Mais on peut manifester, mais casser. Donc, comme actuellement, toutes les manifestations, c'est pour casser. Et on en profite pour casser, voler et tout. Ce n'est pas manifester, ça. Ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas de but bien précis. Oui. Alors qu'en France, on a une démocratie. Mais justement, mai 68, c'était un mouvement démocratique. Oh, je ne sais pas trop. Non. Enfin, vous voyez, moi, mai 68, et puis j'ai vu l'évolution, alors là, se dégrader d'année en année. Vous étiez de droite? À moi, de droite, oui. Pourquoi? Ben, je trouve que c'est le... Enfin, si je suis de droite, c'est que je trouve que c'était le parti où... C'était pas le pire, c'était pas peut-être le mieux, c'était pas le pire parmi. À choisir quelque chose, je prends toujours le moins pire. Le moins pire. Voyez. Ça dépend de où on se place. Oui, ah ben,
Mais par contre, vous voyez, je respecte, je suis le premier à respecter. Tout être humain, pour moi, est un être humain valable. Vous voyez, c'est peut-être ma foi qui fait que je pense comme ça. Vous voyez, mais je n'irai pas, même mon ennemi, je n'irai pas lui souhaiter du mal. Je prierai même pour lui. Vous voyez, voilà, je fais des bonnes actions qui servent. Vous faites des bonnes actions. Voilà. Vous êtes un peu comme Jésus. Oh, je ne me compare pas à Jésus, parce que Jésus, c'est un homme formidable. Non, je suis un petit à côté de Jésus. Jésus, c'était... on ne peut pas l'imaginer. Non, notre tête est trop petite. Vous êtes déjà pris pour Jésus? Ah, pas du tout. Ah non, 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 je suis un petit, moi. Je suis un pas grand-chose. Vous voyez, je suis l'humble, moi. Je suis pas grand-chose. Je m'efface. René, j'en reviens à Thierry Paulin. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous voyez, ça ne me dit rien. Thierry Paulin? Non. Si le nom comme ça, mais vous voyez, je ne peux pas dire ce qu'il a fait, ce qu'il était, ce qu'il a fait dans sa vie. C'était un tueur en série. Ah, c'était un tueur en série. C'est lui qui a tué oui, Paul Victor. dit, oui. Il a tué entre une vingtaine et une trentaine de vieilles dames. Ben vous voyez, ça ne me dit rien. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Pourquoi on tue? Eh bien, après la mort, moi je crois à la résurrection. Pour moi, je pense qu'il y a une autre vie. Mais je vous répète, si je n'avais pas la foi, moi je serais le premier tueur. Parce que si vous n'avez rien après votre mort, mais qu'est-ce qui vous empêche? Mais par exemple, quand vous souffrez, quelqu'un vous est en train toujours de vous taper sur la tête, mais vous lui envoyez une balle, vous dites après, et puis moi aussi. Moi je suis pas croyant, je vais pas tuer quelqu'un. Hein. Ah, mais heureusement, parce que j'ai un sacré tueur, heureusement, parce qu'il y en a. Alors là, heureusement, oui, heureusement, parce que les gens, ils aiment leur vie, à eux. Voilà encore, c'est ce qui les retient. Ah. C'est ce qui les retient. Donc vous pensez que Thierry Paulin, par exemple, il n'aimait pas sa vie? Oui, je pense que... Oui. Non, et puis vous savez, donc, il avait cet esprit-là, dire voilà, celui-là m'emmerde, tac, je le... Bah là, il tuait des vieilles dames pour leur voler, mais des toutes petites sommes, hein, parce qu'elles n'étaient pas très riches. Oui, mais peut-être ils ne savaient pas ce qu'elles avaient, ces personnes. Parce que vous savez, il y en a beaucoup qui tuent, maintenant c'est pour l'argent. Hein. C'est parce que, vous savez, c'est l'argent qui nous commande actuellement. Hein. Parce que l'argent est en train de tuer le monde. Hein. Oui. Eh bien, on m'attend. C'est vos amis qui vous appellent. Vous êtes fort à la pétanque? Je me défends. Vous voyez, on a tous dans la vie, plus ou moins, des problèmes, des coups très durs. Mais si vous êtes préparé à la vie, eh bien, vous vous relevez et vous y allez. Quand on a des problèmes, sur le moment, on veut tout lâcher. Mais dans la vie, il faut se battre. C'est comme ça qu'on peut avancer dans la vie. Et on ne tombe jamais. Merci René. Merci. Bonne pétanque. Merci. Bon, vu que l'immeuble a été détruit, je pense qu'il n'y a malheureusement plus de traces de la victime, Paul Victor. Alors si je ne me trompe pas, on arrive à la fin d'une première vague de meurtres commis par Paulin et Mathurin en 1984. Et à partir de maintenant, Mathurin va quitter la scène et Thierry Paulin va continuer à tuer tout seul ou avec l'aide d'un troisième homme qu'on n'a jamais retrouvé. Je vais reprendre mon vélo et retourner chez Maître Arnold, l'avocate de Mathurin, pour qu'elle me raconte ce qu'il est devenu. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec Maître Arnold. Merci. Bonjour Maître. Vous allez bien? Ça va? Oui, ça va et vous? Les faits atroces, l'horreur, c'était même pas 15 jours, en novembre 1984. Ensuite, ils vont partir à Toulouse, parce que Thierry Paulin a peur qu'il ne soit arrêté. Donc ils partent sur Toulouse, et là, Jean-Thierry Mathurin va avoir la force de le quitter et de revenir seul à Paris. Quand Jean-Thierry Mathurin
a eu conscience de ce qu'il était allé au bout de l'horreur, que c'était plus possible, qu'il fallait qu'il se sépare de cet homme, qu'il avait pris pour son mentor, pour son Pygmalion, pour quelqu'un d'extraordinaire, et qui en fait était quelqu'un de destructeur, quelqu'un qui l'avilissait, quelqu'un qui essayait de le mettre plus bas que terre. Il s'est dit, il faut que je m'en sépare. Il s'en voulait atrocement, parce qu'il a laissé faire. Il n'a pas eu la force, à 18 ans, de pouvoir dire à Thierry Paulin, non, c'est pas possible, il faut arrêter. Là, il s'est dit, je ne peux plus. Je ne peux plus. Il faut que je me tue ou que je me sépare de lui. Et donc, il s'est dit, je me sépare de lui. Et il n'a plus fait parler de lui, du tout. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Des petits boulots. Des petits boulots. Il s'est également prostitué. Mais rien de condamnable. Pas de vol, même pas de vol à l'arraché. Il a réussi à se désintoxiquer et à mener une vie, je dirais, quasi normale. Pas glorieuse, bien sûr. C'est un garçon sans études, sans parcours scolaire, sans diplôme, mais il ne fait de mal à personne. Et il sait que Thierry Paulin continue. Il sait que Thierry Paulin cherche à le revoir. Et il le fuit. Et il n'a pas la force, là encore, de se dénoncer, d'aller voir la police, de dire « j'ai fait ça ». Non, il n'a pas cette force-là. Malheureusement, il ne l'a pas eue. Il s'est dit, il faut que je me reconstruise, il faut que j'essaye de mettre tout ceci dans un coin de ma tête, il faut que j'arrive à... Voilà. Mais je pense qu'il aurait voulu se convaincre que tout ça n'avait pas existé, que c'était un cauchemar, que c'était terminé. Mais on sait que Thierry Paulin, lui, a continué, seul en 85, avec un autre homme qui n'a pas été arrêté postérieurement. On le sait. Donc il y a toujours un assassin qui est dans la nature. Oui. Mais malheureusement, celui-là, Thierry Paulin ne l'a pas dénoncé, et on ne sait pas. On ne sait pas. Et puis ensuite, tout va revenir en boomerang quand Thierry Paulin, une fois arrêté, parce que Thierry Paulin, très vite, va dire les choses. Très vite. Et s'il a été arrêté, c'est parce que Thierry Paulin l'a dénoncé. Parce qu'il n'y avait pas d'empreinte. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas de fichier ADN. Tout ça n'existait pas. Et il n'y avait pas d'empreinte de Jean-Thierry Mathurin qui avait été retrouvée. Et c'est Thierry Paulin qui, très vite, l'a dénoncé. Avec un plaisir et une jouissance. Le plaisir de savoir que son ancien compagnon, on va dire, allait être incarcéré. Voyez ? Donc il a été arrêté. Oui. Il a été jugé pour 9 meurtres. Absolument, oui, donc, tout à fait. Pas pour complicité de meurtre, pour meurtre. Oui, parce qu'en fait, c'était extrêmement difficile. Thierry Paulin était décédé. Donc, il y avait l'ombre de Thierry Paulin qui planait au-dessus de nous, si je puis dire, au-dessus de la cour d'assises, parce qu'on a énormément évoqué Thierry Paulin. C'était Thierry Paulin le cerveau, c'était Thierry Paulin le moteur, c'était lui qui décidait, c'était lui qui suivait, c'était les vieilles dames, c'était lui qui était le premier à rentrer dans leur appartement, c'était lui qui les torturait, c'était lui qui avait toutes ces idées démoniaques pour les faire souffrir de 1001 manières. Donc c'était lui qui était véritablement si j'ose dire, la tête pensante. Et Jean-Thierry Mathurin, lui, il était là. Et même complice. Il faut savoir que la complicité est punissable de la même peine que l'auteur principal. Donc de toutes les manières, la peine était la même. Il a passé 20 ans en prison. Oui. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait en les étranglant. Jean-Thierry, dès qu'il s'est retrouvé en maison d'arrêt, dès le départ, il m'a dit, vous savez, j'ai besoin, il faut que je parle à quelqu'un. Il faut que je parle à quelqu'un. Il faut que je parle à quelqu'un, il faut que je lui dise.
Et du coup, eh bien, il s'est mis en prison à suivre une thérapie, déjà. Et puis, il a commencé à apprendre. Il a commencé à lire. Il a commencé à s'instruire. Et il a réussi à atteindre un niveau de BEPC, ce qui était pour lui quelque chose de très important. Hein. Et puis, il s'est mis à peindre. Et il m'a offert un tableau, d'ailleurs, que je vous montrerai, qui est ici. Et en fait, il exorcisait un petit peu ce qu'il avait vécu par l'art et par la peinture. Et il a souhaité ramasser toutes ses forces pour pouvoir justement montrer à la société qu'il pouvait s'en sortir, qu'il pouvait mener une vie normale. Donc il a été libéré en 2009 ? Oui, absolument, oui. Et qu'est-ce qu'il devient ? Eh bien, 20 ans, oui, plus de 20 ans, c'était passé. Donc il a fallu qu'il réapprenne ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut vous rendre compte que Jean-Thierry Mathurin, pour aller voir son psychiatre, eh bien, il savait pas acheter un ticket de train. Il savait pas comment faire. Il avait besoin d'une aide pour tout. Hein. Et il faut travailler, il faut s'insérer. Donc, il a commencé à travailler. Et puis, peu à peu, il a pu réussir ainsi à se reconstruire. Et voilà. Voyez, donc je pense que il est aujourd'hui, si vous me pardonnez cette expression vulgaire, mais je dirais, il me paraît tirer l'affaire. Il me paraît être redevenu lui. Hein. Alors bien entendu, hein, il est plus proche de la cinquantaine maintenant. Hein. Bien entendu, le temps a changé. Hein, on a 25 ans de plus, mais je pense que cette maturité, oui, lui a servi. Vous savez, c'était presque surréaliste. À un moment donné, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en province et il m'a dit on va aller prendre un café. Et se retrouver dans un café attablé avec lui, c'est vrai que c'est très... On est quelque part heureux de cette reconstruction. Oui. Je pense que c'est un garçon qui mérite une considération. Parce que justement, il a accepté de se prendre en main. Hein, il aurait pu sombrer dans la délinquance, finir par sombrer dans la délinquance. Pourquoi pas? D'autres l'ont fait. Il était extrêmement jeune, sans repère, et il est tombé sur un des individus les pires que l'on puisse rencontrer dans une vie. Donc c'est vrai que ça a été un drame atroce pour ces malheureuses vieilles dames et pour sa vie aussi à lui. Mais c'est vrai que je pense que c'est une vie, une jeunesse totalement brisée et que eh bien maintenant il faut qu'il essaye de se construire. Lui maintenant, une vieillesse. Alors me direz-vous, il a la chance de pouvoir la construire. Les vieilles dames, Thierry Paulin ne leur a pas laissé cette chance de pouvoir ne serait-ce que continuer à vivre dans leur vie quotidienne. Je ne l'ai jamais jugé. Il a fait ce qu'il a fait. Je ne suis pas là pour ça. Mais il sait que s'il a besoin d'un conseil, il est assez seul tout de même. Hein. Sa mère est en Guyane, sa famille, il n'y a personne ici pour l'encadrer, pour l'épauler, il a peu d'amis, il ne se livre pas, il ne veut pas qu'on parle de lui, il n'a qu'une peur, c'est que les personnes sachent ce qu'il a fait, parce qu'il se dit, ça y est, s'ils savent, on ne me parlera plus, on me rejettera. Hein. Ce que l'on peut comprendre, bien entendu. Encore une fois, il faut toujours rester lucide, vous savez. Je peux parfaitement comprendre le rejet et le dégoût des personnes. Mais lui, il essaie de se reconstruire et pour le moment, vaille que vaille, d'une manière peut-être chaotique, mais il y parvient. Si je devais vous dire une phrase de conclusion, ce serait cela. Ne désespérons pas de l'humain. Même quelqu'un qui a fait des abominations, des choses mais atroces qui nous font dresser les cheveux sur la tête. Cet homme-là, il est humain, donc il y a une part aussi en lui qui peut peut-être, je ne veux pas m'illusionner et être dans les bisounours, pas du tout. Mais je pense que si la personne le veut bien, si elle veut bien accepter d'être aidée, je pense qu'elle peut réussir à réagir. Ça, c'est important.
très important. Vous avez une larme qui coule. Je suis très enrhumée. Ou ému? Oui, un petit peu, parce que c'est vrai que c'est tout un parcours de vie. Tout un parcours de vie professionnelle. Quand je l'ai rencontré, j'avais moins de 35 ans, vous voyez. Et c'est vrai que maintenant, je suis plus proche de, si j'ose dire, de l'âge de la retraite. Vous voyez, c'est très curieux, la vie. Et c'était imprévisible. Mais c'est vraiment, oui, je pense, le dossier d'une vie. Et vous vouliez montrer un tableau? Ah oui, venez. Il l'a appelé les lions. Les lions. Je crois que même pas qu'il l'a appelé les lionnes. Voilà, les lions. On voit donc 5 lionnes qui boivent. Voilà. Avec un paysage de nuit. Et on voit leur reflet, leur pâle reflet dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? On sent à la fois, je dirais, une fausse tranquillité. C'est-à-dire qu'elles paraissent apaisées, elles boivent, mais l'œil est grand ouvert. Elles surveillent, elles ne sont pas tranquilles. Comme si elles savaient que le fait de boire les positionne d'une façon qui est que quelqu'un pourrait surgir, enfin un autre animal ou que sais-je. Elles sont vulnérables. C'est qu'elles sont vulnérables d'une certaine façon, tout en étant des lionnes. C'est ce que je ressens. Je ressens une espèce de fausse tranquillité, une espèce de... La conclusion serait, soyons sur le qui-vive. 3, 2, 1. Je suis rentré chez moi, c'est le soir. Depuis mon bureau qui donne sur une cour, je peux voir les fenêtres de l'appartement où habitait Jean-Thierry Mathurin, au premier étage. J'avoue que parfois je me surprends à espérer, s'il écoute ce podcast, on sait jamais, qu'il prendra contact avec moi pour que je lui laisse raconter sa vie, son histoire, comme il l'a vécu lui. On verra bien. Je pourrais me lancer à sa recherche, mais je le ferai pas. Je considère qu'il a purgé sa peine et qu'il a le droit à l'oubli maintenant. À présent qu'il a quitté la scène, je vais me concentrer sur Paulin. J'avoue que j'ai recherché longtemps des gens qui l'auraient connu à l'époque, mais sans succès. Et puis, il y a quelques jours, j'ai eu une immense surprise. Un auditeur, Mathieu, m'a contacté pour m'annoncer qu'il avait parlé de Cerno à ses collègues de bureau et qu'une certaine Claire a tout de suite réagi en disant que sa grand-tante avait fréquenté Paulin dans les années 80. Elle s'appelle Anne-Marie et tous les dimanches, elle le ramenait en voiture du Rocambole, une boîte transformiste très célèbre à l'époque. Mathieu m'a donné son numéro, on s'est laissé quelques messages et je vais bientôt l'interviewer chez elle, à 2 pas de la rue Jacques-Kellner d'ailleurs, le dernier lieu de crime où je me suis rendu. Oui, bonjour Julien, je suis Anne-Marie. Écoutez, je vous propose, si ça ne vous dérange pas, qu'on se rencontre dans mon quartier, parce que moi je marche mal et que ça me dérange un peu d'aller n'importe où dans Paris. J'habite à Guimauquet. C'est avec plaisir que je vous raconterai ce que je connais de Thierry, Paulin, et voilà. À bientôt, j'espère. Au revoir, Julien. Quant à moi, comme ça fait pratiquement 1 an que je mène cette enquête tout seul, avec l'aide de Théo Boulanger, bien sûr, qui compose la musique, je vais faire une petite pause, histoire de reprendre des forces avant d'attaquer la suite. Il faut aussi que je parte à la recherche de partenaires pour financer ce podcast. Je serai de retour vers février-mars. J'espère en février. Mais d'ici là, j'ai une chose importante à vous demander. S'il vous plaît, pour que je ne perde pas votre trace et que je puisse vous donner des nouvelles régulièrement, notamment sur la date de reprise du podcast, commencez par vous abonner sur votre appli, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, envoyez-moi un email, même vide, à l'adresse suivante, cernopodcast@gmail.com. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook de Cerno. Merci beaucoup. J'allais oublier une chose. Une nouvelle saison de mon podcast Super Héros sortira dans le courant du mois de janvier. À très bientôt donc. Soyons sur le qui-vive. Et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.